Il arrive que le plus paisible des villages abrite les plus sombres des secrets, tapis derrière des rideaux fraîchement repassés et des tasses de thé bien polies. Aujourd'hui, le silence reprend ses droits à Sainte Mary Mead. Mais à quel prix? Un regard, une broche, une promenade au crépuscule, et la vérité s'impose, sans bruit. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le petit village de Sainte Aldelm, encadré de haies humides et de sentiers moussus, semblait s'être figé ce matin-là, dans un de ces silences de craie qu'impose la mort. Une brune fine et constante perlait sur les parapluies noirs, les manteaux de laine et les pierres tombales inclinées. À l'église, toutes les places étaient occupées. Le doyen Alistair, notaire du village depuis 32 ans, recevait l'hommage posthume d'une communauté à la fois respectueuse et curieuse. Sur le banc de devant, droite comme une flèche, se tenait Madame Alistair, en noir, stricte. Voile baissé, gants parfaitement ajustés, elle n'avait prononcé mot depuis son arrivée, saluant d'un hochement de tête distant les quelques femmes qui s'étaient approchées. On aurait pu croire à une statue de marbre noir, si ce n'était pour ce léger mouvement nerveux de ses doigts gantés qui tordaient doucement l'anse de son sac à main. Miss Marple, assise plus en arrière, dans le coin gauche de la nef, observait avec attention la scène. L'ambiance lui rappelait étrangement celle des funérailles du colonel Pritchard dans le Surrey, quelques années auparavant. Là aussi, les apparences avaient été trompeuses, et les obsèques avaient marqué le début, non la fin, d'un mystère. Et déjà, tandis que les orgues entamaient leurs plaintes sourdes, elle sentit cette petite tension familière dans la nuque, ce pressentiment presque physique que quelque chose, ici, ne sonnait pas juste. Alors que le pasteur achevait une évocation du « service fidèle et discret » de feu Monsieur Alistair, une respiration se fit entendre, courte, étrange, presque incongrue. Puis, dans un silence épais, où le vent n'osait plus glisser contre les vitraux, un son sec fendit l'air, un rire. Il n'avait rien de joyeux, ni de moqueur. Plutôt une sorte de hoquet étranglé, abrupt, impossible à réprimer. Et il provenait de la veuve. Les têtes se tournèrent aussitôt. Les bouches s'entr'ouvrirent comme si l'air lui-même avait changé de température. Un long frisson parcourut les bancs, suivi d'un cliquetis de chapelets et de toux gênés. Le pasteur, interrompu, marqua une pause, pinça les lèvres, puis reprit, comme si de rien n'était. Madame Alistair, elle, n'avait pas bougé. Ses yeux étaient rivés sur... étaient faits. Dans l'église, l'atmosphère solennelle s'était muée en tension palpable. Quelqu'un avait bafoué l'ordre des choses, rompu la cérémonie feutrée de la mort. Et déjà, dans le silence revenu, des pensées écloses en secret prenaient racine dans les esprits. Une fois la messe terminée, tandis que l'organiste entamait une marche funèbre un peu hésitante, les premiers chuchotements s'élevèrent, timides mais aiguisés. « Vous avez entendu » murmurait Madame Val, en remontant son col de manteau. « Un rire, je vous jure, un vrai petit rire, comme si elle se moquait » répliqua Mrs. Jessop, la voix plus serrée. D'autres, plus prudents, tentaient de justifier l'incident. Choc émotionnel, fatigue, effet des médicaments. Mais l'idée d'un rire volontaire, ou pire, prémédité, s'insinuait déjà comme un courant d'air sous une porte mal close. Les regards glissaient sur la silhouette noire de la veuve, qui se tenait droite devant le cercueil fermé. Certaines ne la trouvaient pas assez abattue. D'autres la jugeaient trop impassible. Et quelques-unes, plus féroces, évoquaient déjà des rumeurs anciennes, de froideur, de disputes, d'un mariage sans tendresse. Miss Marple, qui connaissait le pouvoir destructeur de ses paroles en apparence anodines, gardait le silence. Ce n'était pas le rire lui-même qui l'intriguait, mais le moment précis où il s'était échappé, et la manière dont il avait glissé, comme une ombre, entre les mots du pasteur. Installée discrètement sur son banc, Miss Marple n'avait rien perdu des réactions autour d'elle. Elle connaissait bien le cérémonial des obsèques, et surtout la façon dont les convenances villageoises s'effritaient dès qu'un geste sortait du cadre.
Elle observa la voisine à sa droite qui, en se penchant, avait failli faire tomber son missel tant elle s'était raidie à l'instant du rire. Elle nota aussi l'homme au chapeau melon qui, tout en gardant la tête baissée, avait esquissé un demi-sourire vite réprimé. Et ce jeune garçon à l'arrière, qui avait tiré discrètement sur la manche de sa mère pour lui glisser quelque chose à l'oreille, bien sûr réprimandé d'un « chut » empressé. Mais ce fut surtout la réaction de l'organiste qui l'intrigua. Il s'était interrompu un quart de seconde dans son jeu, laissant échapper une dissonance discrète, comme si ses mains elles-mêmes s'étaient figées. Miss Marple avait appris, au fil des années, à lire les petits mouvements plus que les grandes déclarations. Une main qui serre trop fort une poignée, un regard qui fuit l'autel, un mouchoir qu'on ne replie pas après usage. Autant de signes, de micro-souffles, qui racontent plus que des mots. Et dans ce récit silencieux, quelque chose lui disait que le deuil de Madame Alistair n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être. Lorsque la cérémonie s'acheva et que les premiers rangs commencèrent à se lever, Miss Marple se retrouva brièvement à quelques pas de Madame Alistair, au moment où celle-ci quittait la nef. Leurs regards se croisèrent un instant. Ce fut bref mais suffisant. Ce que Miss Marple y lut ne ressemblait ni au chagrin sincère, ni à l'impassibilité maîtrisée. Il y avait là quelque chose d'étrangement lumineux, un éclat contenu, presque distrait. Comme si la veuve, en cet instant précis, n'était ni dans la douleur ni dans le souvenir, mais ailleurs, captée par une pensée privée, peut-être même amusée. Cette lumière dans les yeux lui rappela une femme qu'elle avait connue jadis, dans le Dorset, une cousine de son amie Florence, mariée à un homme autoritaire, qui avait éclaté de rire lors de son enterrement, non pas par manque de respect, mais parce qu'elle s'était souvenue d'une histoire de hareng fumé qu'il détestait passionnément. Le deuil, songea Miss Marple, n'est pas toujours là où l'on croit, et les visages les plus sages cachent parfois de toutes petites révoltes. Alors que les cloches sonnaient la fin de la cérémonie, étirant leurs vibrations dans l'air humide de Saint Aldhelm, Miss Marple descendit les marches de l'église au bras de Mrs. Bantry, venue la retrouver à la sortie. Les groupes se formaient, les parapluies s'ouvraient, et déjà les conversations reprenaient leur cours, mais sur un ton plus feutré qu'à l'accoutumée. On ne parlait pas encore à voix haute, mais les regards, eux, disaient tout. C'est alors qu'un souffle, porté par le vent, parvint à l'oreille attentive de Miss Marple. Une voix aiguë, familière, celle de Mrs. Jessop, probablement, glissa dans son dos. Elle n'a jamais vraiment aimé son mari, vous savez. C'était un mariage de raison. Miss Marple ne se retourna pas. Elle se contenta d'un léger mouvement de tête et serra les doigts sur la poignée de son sac. Ce genre de remarque, lâchée à l'ombre d'un enterrement, avait souvent valeur d'indice plus que de médisance. Et dans la mélodie douce amère des cloches, une nouvelle question s'invita dans son esprit. Et si ce rire n'était pas une erreur mais un aveu? Le lendemain matin, alors que la brume flottait encore entre les haies humides du village, le salon de thé de Mrs. Lenton s'emplit progressivement du murmure des voix feutrées et du cliquetis délicat de la porcelaine. Avec de la confiture de groseille et un thé d'Assam que Mrs. Lenton prétendait supérieur à celui de Londres, ce qui, dans le contexte local, valait certitude absolue. À la table centrale, entourée de coussins fleuris et d'ombrelles pliées, Mrs. Jessop, Mrs. Vale, Miss Hartnell et la jeune Molly Ames s'étaient réunies. On parlait bas, mais l'ardeur du sujet rendait les phrases plus aiguës que d'ordinaire. Ce n'était pas un simple « ok, je vous le dis », assura Mrs. Jessop en ajoutant 2 morceaux de sucre dans sa tasse. C'était un rire, et pas un petit. Peut-être un spasme nerveux, tenta Molly, les joues rouges. Nerveux, mon œil, répliqua Miss Hartnell en étalant soigneusement du beurre sur un toast. Il y avait quelque chose de satisfait, comme si elle s'était débarrassée d'un poids. Madame Vale hocha la tête d'un air entendu. Dans le coin du salon, Miss Marple, seule à sa table, tournait lentement sa cuillère dans sa tasse. Ce n'était pas tant ce qu'on disait qui l'intéressait, mais ce qu'on se gardait bien de dire. Au fur et à mesure que les tasses se vidaient et que les morceaux de sucre fondaient, les propos glissèrent du chagrin apparent vers les hypothèses plus audacieuses. Certains visages exprimaient encore une forme de compassion retenue. La pauvre femme a peut-être simplement craqué. Mais d'autres voix,
plus sûre d'elle, se faisait insistante. « Il faut dire, » souffla Mrs. Jessop, « qu'ils n'avaient pas vraiment l'air proches, ces deux-là. On ne les voyait jamais marcher ensemble. »« Ni au jardin, ni à l'église, » ajouta Miss Hartnell. Et elle passait toujours Noël chez sa cousine à Weymouth. Lui restait seule. « Ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on est heureux, » intervint doucement Molly. Mais sa remarque s'effaça rapidement derrière le cliquetis des cuillères. D'autres souvenirs affluèrent. Une scène aperçue par la fenêtre, un mot prononcé sur un ton sec, une absence prolongée lors du bal paroissial. Tous ces petits riens formaient, à mesure qu'on les agençait, le canevas commode d'un mariage malheureux. Dans cette tapisserie verbale, la veuve devenait lentement une figure plus ambiguë, et son rire, une provocation. Une étrangeté de trop dans un village qui aimait l'ordre discret des convenances. Comme souvent dans ce genre de rassemblement, il ne fallut qu'un détail croustillant pour faire basculer les soupçons dans une direction inattendue. « Mon neveu Thomas », lança soudain Mrs. Vale, en baissant la voix. « Celui qui aide au jardin chez les Alistair. Il a vu quelque chose. » Les têtes se penchèrent aussitôt vers elle. Mardi matin, très tôt, il est arrivé pour arroser les azalées. Il l'a vue, la veuve, sur le pas de la porte, en robe de chambre. Elle recevait une lettre, une grosse enveloppe brune, avec un timbre étranger. « Étranger? D'où » demanda Miss Hartnell, les sourcils levés. Il n'a pas vu. Mais l'air qu'elle avait en la prenant, figé, comme quelqu'un qu'on réveille en plein cauchemar. « Peut-être un héritage ou un chantage » murmura Mrs. Jessop. La suggestion plana comme une volute de fumée. Une lettre mystérieuse, reçue à l'aube, la veille des funérailles. L'image était saisissante. Miss Marple, toujours muette, leva légèrement les yeux de son tricot. Elle avait toujours trouvé que les enveloppes brunes avaient une fâcheuse tendance à provoquer plus d'ennuis que les blanches. Et parfois, les timbres étaient moins importants que les destinataires. Installée à sa table, une tasse de thé posée à sa droite et son crochet à l'ouvrage, Miss Marple paraissait absorbée dans la réalisation d'un apron d'un blanc parfait. Mais sous cette apparente concentration, son esprit vagabondait. Elle ne comptait plus le nombre de fois où une expression mal comprise, un mot mal placé ou un geste irréfléchi avait déclenché une avalanche de jugement. Le rire de Madame Alistair en était un exemple typique, de ceux qui font basculer une veuve dans l'œil du cyclone social. Elle se souvenait d'un cas à Great Dunford, il y avait bien 20 ans. Une femme avait souri lors de l'annonce du décès de son mari. Une demi-seconde de sourire, pris pour de l'indifférence. La vérité, bien sûr, était tout autre. L'épouse avait simplement repensé à la façon dont son mari avait glissé sur une peau de banane 2 jours auparavant, jurant comme un charretier dans le salon. L'image l'avait envahi au pire moment. Miss Marple sirota une gorgée de thé. Le palais trahissait une légère amertume, infusion trop longue. Un détail, certes, mais révélateur d'un relâchement dans la tension. Et la tension, dans ce genre d'affaires, était tout. Un rire, une lettre, un silence. Elle sentait que l'enchaînement n'était pas fortuit. Mais quelque chose manquait encore. Elle posa doucement sa tasse et, comme souvent lorsqu'une idée mûrissait, son regard s'égara un instant vers le jardin derrière la vitre. De la fenêtre commençait à pencher. Il faudrait penser à le tourner vers la lumière. Ce geste simple l'amena à un souvenir plus lointain encore. Un enterrement dans le Sussex. Un homme d'une 50aine d'années, veuf depuis quelques jours, qui avait souri en pleine cérémonie. Un sourire franc, presque joyeux. Les villageois avaient été outrés. Certains l'avaient évité des mois durant, jusqu'à ce que la vérité émerge. L'homme avait reçu le matin même une lettre que son épouse lui avait écrite juste avant sa mort. Une confession d'infidélité datant d'avant leur mariage. Elle lui demandait pardon, et il avait souri non par insensibilité, mais par un mélange d'ironie, de tristesse et peut-être aussi de soulagement. Les gens oublient, pensa Miss Marple, que l'émotion n'a pas toujours la décence de se montrer sous le bon visage. Elle tapota son apron du bout des doigts, et dans ce rire, échappé malgré elle par Madame Alistair, peut-être ne se cachait-il pas une provocation, mais une délivrance. Le lendemain des obsèques, à l'heure où les ombres s'étiraient encore le long des haies, Madame Alistair descendit lentement High Street, sa silhouette droite drapée dans un manteau anthracite,
un foulard noué sous le menton. Elle marchait d'un pas mesuré, ni trop lent ni trop vif, comme si chaque geste était pesé. Les villageois qu'elle croisait s'écartaient discrètement, la saluaient d'un signe de tête ou d'un murmure. Aucun ne s'arrêtait vraiment. Certains par respect, d'autres par crainte confuse. Son regard semblait flotter au-dessus des choses. Et pourtant, on sentait qu'elle voyait tout. Miss Marple, depuis sa fenêtre, remarqua que la veuve portait toujours cette broche en forme de marguerite, fixée bien haut sur le col. Elle se souvint avoir vu la même, jadis, sur une tente éconduite. Un bijou porté non pour sa beauté, mais comme un talisman. La dignité de Madame Alister, alliée à une sorte de détachement contenu, troublait les âmes simples de Sainte Aldelme. Il était plus commode, parfois, de suspecter ceux qu'on ne comprenait pas, et dans le murmure des haies, on aurait pu jurer entendre le vent porter déjà des jugements. Maître Ernest Barnes était un homme de papier, d'habitude rigide, et d'une ponctualité que même la pendule de l'église aurait pu envier. Pourtant, depuis quelques jours, son allure semblait moins assurée. Son parapluie traînait au sol, et ses gants, d'ordinaire impeccablement pliés, pendaient d'une poche froissée. Le jeudi matin, on le vit converser avec le pharmacien, Monsieur Bellamy, à l'angle de la rue du Presbytère. Ce dernier lui parlait d'un ton affable, mais Maître Barnes ne semblait pas écouter. Il regardait autour de lui, nerveusement, comme s'il craignait une ombre dans le reflet d'une vitrine. Miss Marple, assise sur un banc public non loin de là, remarqua que l'avocat serrait et desserrait son chapeau entre ses mains. Les gestes trahissent plus que les mots, pensait-elle, surtout chez ceux qui croient savoir les dissimuler. Ce fut au moment où M. Bellamy lui tendit une enveloppe blanche que les doigts de Maître Barnes tremblèrent visiblement. Il s'en empara trop vite, la glissa précipitamment dans sa poche et prit congé avec une raideur forcée. Un homme sûr de lui ne tremble pas ainsi pour une ordonnance, à moins que le médicament ne concerne autre chose que la santé. Le docteur Whitcomb, large moustache, cravate impeccable et souliers bien cirés, avait l'habitude d'apporter un calme rassurant dans les maisons où il pénétrait. Il connaissait chaque famille du village, chaque rhumatisme, chaque deuil. Interrogé à demi-mot sur l'attitude étrange de la veuve, il haussa d'abord les épaules. « Le deuil, mesdames, » dit-il à Miss Hartnell et Mrs. Lenton, croisées sur le pas de la pharmacie, est un masque que chacun porte différemment. Mais alors que les deux femmes s'éloignaient, Miss Marple, qui feignait d'examiner les œillets à l'étal voisin, l'entendit ajouter à voix basse. « Le chagrin prend parfois des formes inattendues. » Un silence suivit. Il venait de trahir une nuance dans son jugement. Non pas un soupçon, mais une observation qu'il s'efforçait de ne pas partager. Elle nota aussi que, dans le même souffle, il avait mentionné le mot « forme », comme s'il ne s'agissait pas seulement d'émotion, mais d'apparence. Or, le docteur avait soigné le défunt peu avant sa mort. Et les médecins, plus que quiconque, savent ce qui ne se dit pas, et ce qui ne s'écrit jamais. Miss Marple se demanda ce qu'il cachait, ou qui il protégeait. L'inspecteur Graves avait l'allure de ceux qui tiennent leur autorité comme une canne, fermement, sans se poser de questions. Il était arrivé de Market Shipping avec un carnet noir, une montre à gousset, et l'idée bien arrêtée que l'intuition était un luxe réservé aux poètes. Dès les premières heures de l'enquête informelle, il s'était intéressé à Madame Alister. Un rire lors d'un enterrement, un comportement singulier, une épouse qui ne pleure pas. Pour lui, des signaux qu'il qualifiait de « suspects » dans son jargon sec. Il interrogea brièvement Miss Marple en la saluant à peine. Elle, souriante, répondit avec la politesse d'une dame habituée aux jardiniers plus délicats. « Vous pensez qu'une femme peut rire de la mort de son mari sans raison valable ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. Elle répondit doucement. « Une femme peut rire, pour ne pas crier. » Mais Graves n'était pas homme à s'arrêter aux subtilités. Il cocha une ligne dans son carnet et s'éloigna, satisfait. Miss Marple, quant à elle, pensait à une autre affaire, où un homme avait soupçonné sa femme pour n'avoir pas versé de larmes, alors qu'elle était atteinte d'un problème de glande lacrymale. À Sainte-Aldelme, on n'avait pas besoin de presse écrite. Il suffisait de s'installer sur le banc près du salon de thé de Mrs. Lenton pour avoir le fil des événements. Et les plus assidus à ce poste d'observation
étaient sans conteste mademoiselle Hartnell et madame Murgatroyd. La première, grande et sèche comme un parapluie fermé, portait toujours un chapeau fleuri, même les jours de pluie. La seconde, plus rondelette, s'armait d'un tricot inachevé, prétexte à scruter les passants sans en avoir l'air. Ce jour-là, elle commentait le pas trop léger de la veuve, son foulard trop clair pour un deuil, et la façon dont elle avait refusé un biscuit aux obsèques, signe, selon madame Murgatroyd, d'un cœur froid. Mais entre deux remarques acerbes, Miss Marple, qui les salua en passant, surprit une phrase plus intéressante. « Maître Barnes a changé la serrure de son bureau, tu sais, et il fait brûler du bois à minuit passé. Un détail apparemment futile. Mais dans les villages, ce sont toujours les feux discrets et les portes fermées qui dissimulent les vérités les plus sombres. » Il était presque minuit lorsque M. Pritchard, rentrant de chez sa sœur souffrante, longea le cabinet de maître Barnes. Une lueur inhabituelle filtrait à travers les rideaux tirés. Curieux, il s'arrêta un instant. Dans le demi-jour de la lampe, il aperçut la silhouette voûtée de l'avocat penché sur l'âtre. Une flamme vive éclaira fugacement son visage, et dans le creux du feu, il vit des papiers, froissés, pliés, jetés un à un, avec méthode, comme s'il savait exactement ce qu'il fallait faire disparaître. Le lendemain matin, la cendre avait refroidi. Mais l'odeur de papier brûlé flottait encore dans le couloir. Les langues du village, déjà bien échauffées par l'épisode du rire, s'animèrent de plus belle à la seule évocation du mot « testament », depuis qu'il avait été murmuré que Madame Alistair hériterait de la totalité de la succession. Les spéculations s'étaient emballées comme une théière oubliée sur le feu. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une somme rondelette, accumulée au fil des années par feu M. Alistair, réputé pour son sens de l'épargne. D'autres, plus prudents, laissaient entendre qu'un neveu, Julian, était mentionné dans une version antérieure du testament, aujourd'hui remplacée par une nouvelle, aux clauses moins équitables. Au salon de thé, entre deux bouchées de gâteau à l'orange, Mrs. Murgatroyd glissa même que maître Barnes, chargé de l'affaire, aurait été vu en grande conversation avec un huissier de la ville. Miss Marple, toujours attentive, n'écarta pas l'idée que les chiffres eux-mêmes pouvaient mentir, ou du moins servir de rideau. L'argent, dans un village, avait rarement le temps de circuler avant d'être deviné, compté, soupçonné. Mais c'était souvent ce que l'argent symbolisait. Reconnaissance, pouvoir, revanche, qui rendaient les cœurs amers. Et si ce testament était plus qu'un simple legs? Peut-être une déclaration, ou une punition. Ce fut à la boutique de M. Partridge, en achetant 2 pommes et un paquet de thé de Ceylan, que Miss Marple obtint une information inattendue. « Paix à son âme, bien sûr », commença M. Partridge, baissant la voix. Mais M. Alistair n'était pas aussi en règle qu'on le pensait. Il devait encore 3 semaines de loyer pour l'atelier qu'il louait à M. Jessop. Et le vieux taverneur, le maçon, n'a jamais été payé pour la remise du mur de jardin. Miss Marple, qui connaissait la réputation scrupuleuse du défunt, leva un sourcil. « Vraiment ?» Cela ne lui ressemblait guère. « C'est ce que je me suis dit aussi », répondit l'épicier. Mais Taverner m'a montré la facture, écrite de sa main. Elle remercia calmement, puis repartit avec son panier, pensive. Le notaire, endetté? Il fallait y voir 2 possibilités, ou bien un simple oubli dans ses vieux jours, ou bien plus vraisemblablement, une volonté de retarder certains paiements, voire d'éviter qu'ils soient faits. Dans les villages, on dit souvent qu'un mur bâti en silence cache toujours quelque chose, une fissure dans les comptes, ou dans les consciences. Le passé, à Saint-Aldelme, ne meurt jamais tout à fait. Il sommeille dans les replis des rideaux. Silence prolongé autour d'un service à thé. Ainsi, lorsqu'on évoqua l'ancienne querelle entre Madame Alistair et la sœur du défunt, les souvenirs ressurgirent avec une précision que seul le ressentiment sait entretenir. « Je me souviens très bien », déclara Mrs. Jessop, en remuant son tricot. C'était à la fête du jubilé. Elle s'était disputée pour une histoire de porcelaine héritée. La sœur soutenait que le service Wedgwood venait de leur mère. Et Madame Alistair avait claqué la porte, ajouta Miss Hartnell. Elle a dit qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds chez elle. Miss Marple se rappelait cet incident. Une querelle de femmes,
apparemment dérisoire, mais qui, dans le contexte d'une succession, prenait une toute autre teinte. Le ressentiment familial a ceci de particulier qu'il se glisse dans les interstices du temps et s'enracine comme le lierre, silencieux, mais difficile à arracher. Et une femme blessée n'oublie jamais ce qu'elle aurait dû recevoir, ou ce qu'on lui a laissé. Depuis les obsèques, Madame Alister portait chaque jour la même broche en forme de marguerite. Un bijou modeste mais singulier, en argent mat, qu'elle épinglait toujours haut sur son manteau, comme une signature discrète. Miss Marple, qui avait le regard exercé au détail, nota que la broche brillait légèrement différemment selon les jours, comme si elle avait été nettoyée à la hâte, ou changée. Elle avait appris à observer ces petites choses, les bijoux déplacés, les boutons recousus trop vite, les traces de cendre sur des gants. Mais ce fut une remarque de Molly Ames qui attira son attention. Ce matin-là, juste avant les funérailles, je l'ai vue passer devant la boulangerie, et elle ne portait rien sur le col. Je me souviens parce que je m'étais dit qu'un si joli bijou aurait adouci son allure. Miss Marple remercia la jeune femme et ajouta cela à sa liste mentale. On cache rarement une broche sans raison. Peut-être avait-elle été égarée, peut-être prêtée, ou empruntée dans un but moins innocent. Une marguerite, pensa-t-elle, peut parfois être cueillie pour couvrir une ronce. Julian Alister fit sa réapparition au village 2 jours après les obsèques. Grand, élégant, parfumé d'une assurance légèrement huileuse, il affichait un deuil contenu et une disponibilité suspecte. On le vit chez le notaire, bien sûr, mais aussi à la poste, au salon de thé, au marché. Il saluait avec chaleur, posait des questions polies, s'informait des nouvelles du village. Mais à qui voulait bien le voir, ses regards vers les maisons cossues, ses sourires trop larges, en disaient long sur ses véritables préoccupations. Madame Murgatroyd, fidèle à son poste d'observation, déclara « Il ne cherche pas le chagrin, il cherche les comptes ». Miss Marple nota également que Julian ne s'était pas rendu une seule fois au cimetière. Elle se souvenait d'une anecdote de son cousin Rupert. Un homme qui ne parle jamais de mort, mais toujours de ce qui vient après, n'a pas le cœur tourné vers le souvenir. Il regarde l'héritage. Et lorsque Julian fut vu sortant du cabinet de Maître Barnes en lissant ses manchettes d'un geste nerveux, un doute se fit plus pressant. Et s'il n'était pas seulement intéressé, mais pressé? La lune, voilée par des nuages lents, projetait une lumière trouble sur les haies de lilas. Madame Brackley, insomniaque notoire, observait distraitement la rue depuis sa chambre lorsqu'un mouvement attira son œil. Dans le jardin des Alister, une silhouette masculine venait d'émerger de l'allée ombragée. L'homme, grand, mince, s'éloignait d'un pas furtif. Elle reconnut le profil du jeune Julian. Il regarda brièvement derrière lui, s'immobilisa près de la barrière, puis glissa quelque chose dans la poche intérieure de son manteau. Madame Brackley retint son souffle. Il n'y avait pas eu de lumière dans la maison. Pas de visite annoncée, pas de bruit de porte. Elle referma lentement ses rideaux, le cœur battant. Le lendemain, elle n'en parla qu'à Miss Marple, en baissant la voix. Cette dernière ne répondit pas immédiatement, mais repensa à ce que disait son oncle Ned. Une visite nocturne n'a jamais été faite pour dire la vérité. Ce fut M. Barnesby, le facteur retraité, qui fit la découverte. Comme chaque matin, il descendait la ruelle qui longeait les jardins de Church Lane, sa canne frappant le pavé d'un rythme tranquille. Il aimait observer les rosiers, noter les haies mal taillées, commenter les feuilles humides dans les gouttières. Mais ce matin-là, un détail rompit l'ordinaire. Une silhouette, immobile, étendue sur le sol près du vieux banc de pierre, à l'ombre d'un if. Il s'approcha à pas prudents. Le corps était là, figé dans une posture étrange, le bras tendu, la cravate légèrement de travers. Julian Alister. Son teint cireux, ses lèvres bleutées et le calme absolu de la scène créaient une impression d'irréalité. Rien ne bougeait, si ce n'est le vol paresseux d'un papillon au-dessus des marguerites. Mr. Barnesby recula lentement, le souffle court. Il connaissait la mort. Il l'avait vue dans les tranchées, allée tranquille d'un jardin respectable. Et il savait, au fond, que ce matin ne serait pas comme les autres. Quelque chose, dans ce silence,
était irrémédiablement rompu. Lorsque l'inspecteur Graves et le docteur Whitcomb arrivèrent sur les lieux, le jardin baignait encore dans une lumière matinale douce, presque indifférente. Le corps de Julian n'avait pas bougé, et pourtant tout semblait différent. L'air lui-même avait changé de densité. À côté du banc de pierre, sur la petite table rouillée que Madame Alistair utilisait l'été pour ses lectures, se trouvait un verre. À moitié vide, encore tiède au toucher, il exhalait une odeur subtile, mais identifiable. Un parfum doux amer, qui rappela aussitôt quelque chose au médecin. « Amande amère », murmura le docteur Whitcomb en penchant légèrement le nez au-dessus du verre. Il échangea un regard bref avec l'inspecteur. « Acide prussique ?» demanda Graves. Le médecin hocha la tête. « Fort probable. Nous le confirmerons à l'autopsie. » L'inspecteur nota mentalement. Pas de lutte, pas de traces de bris, pas de témoins. Et un verre empoisonné, à moitié consommé. Le meurtre, si meurtre il y avait été propre, presque chirurgical. Et tandis que la brise faisait frissonner les branches, un détail s'imposa à tous. Qui avait préparé ce verre? Et pourquoi Julian s'était-il assis là pour le boire? On vint chercher Madame Alistair dans sa véranda, où elle était assise devant une théière refroidie, les mains croisées sur les genoux. À l'annonce du décès de son neveu, elle resta un instant parfaitement immobile, comme si la nouvelle n'avait pas encore trouvé sa place dans son esprit. Puis, lentement, elle releva les yeux vers l'inspecteur Graves. Son regard était clair, sans larmes, sans trouble apparent. Un silence s'installa. Elle ne demanda pas comment il était mort. Elle ne dit pas qu'elle ne comprenait pas. « Je suppose que vous êtes venu pour poser des questions », dit-elle simplement. Graves nota cette retenue, cette absence d'effusion. Il y vit une forme de froideur, voire de calcul. Ce qui, dans d'autres circonstances, aurait été interprété comme une dignité tranquille, devenait ici une absence suspecte d'émotion. Miss Marple, informée plus tard de cette entrevue, n'en fut pas étonnée. « Il y a des gens, dit-elle, qui n'éprouvent pas les choses comme on les attend, et d'autres qui les éprouvent trop fort pour les exprimer. Le silence, chez une veuve, peut cacher bien des choses, mais rarement ce que l'on croit. Mais l'inspecteur, lui, n'aimait pas les silences. L'après-midi même, les rumeurs se propagèrent à travers Saint-Aldelme comme un feu dans une grange sèche. À la boulangerie, à la poste, sous le porche de l'église, on ne parlait que de ça. Julian, retrouvé mort, dans le jardin de sa tante, empoisonné. Et ce fameux rire, déjà presque oublié, reprenait vie. Était-ce un signe? Un aveu inconscient? Une joie mal contenue de se voir débarrassée de tous les Alistair? Elle n'a pas versé une larme, vous savez, répétaient les uns. Et ce garçon, il allait hériter, non? Soufflaient les autres. La pluie, qui avait commencé à tomber en soirée, ne fit qu'ajouter au tumulte. Les gouttes frappant les vitres semblaient rythmer les jugements. Les gens parlaient à voix basse, mais leurs mots étaient acérés. Dans ce climat, les faits s'effaçaient derrière les impressions, et les impressions devenaient certitudes. Le village, fidèle à lui-même, avait trouvé sa coupable avant même que l'enquête n'avance. Miss Marple, quant à elle, écoutait sans intervenir. Mais dans son esprit, une idée s'installait doucement, comme une graine dans la terre mouillée. Et si tout cela était précisément trop commode? L'inspecteur Graves n'était pas un homme patient. Il aimait les preuves concrètes, les logiques simples, les motifs évidents. Et tout, ici, pointait vers la veuve. Un neveu ambitieux, revenu brusquement au village. Un héritage contesté. Une querelle familiale encore vive. Et cette froideur, ce détachement presque glaçant de Madame Alistair, qui parlait de la mort comme d'un courrier mal adressé. Il n'en fallut pas plus. Le lendemain matin, il se présenta au domicile de la veuve, accompagné d'un agent. Elle était dans le salon, une tasse à la main, le regard posé sur les gouttes de pluie qui dessinaient des sillons sur la vitre. « Madame Alistair, vous êtes priée de nous suivre pour un interrogatoire. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle posa sa tasse, se leva, ajusta son châle, puis dit simplement « Très bien. » Graves, en quittant la pièce, se félicita de sa décision. Il avait une suspecte, un mobile, un poison. Ce qu'il n'avait pas encore,
C'était une preuve. Mais il était convaincu qu'elle viendrait. Il suffisait de gratter un peu. Miss Marple, à qui Mrs. Bantry rapporta l'événement, murmura simplement. On gratte souvent la mauvaise couche, s'écrasait contre les vitres de son salon. Le ciel était bas, les nuages d'un gris laiteux. Le feu crépitait doucement dans l'âtre. Dans le silence, elle repensait aux derniers événements. Julian, mort dans le jardin. Un verre empoisonné. Une veuve impassible. Un inspecteur trop sûr de lui. Tout semblait s'imbriquer parfaitement. Trop parfaitement, peut-être. Elle se leva lentement, alla jusqu'à sa commode et en sortit un petit carnet noir. Elle y nota 3 choses. La broche absente le matin du crime, la lettre venue de l'étranger, et le mot étrange du docteur Whitcomb. Puis, refermant le carnet, elle murmura presque pour elle-même. Ce n'est pas dans les mains qu'il faut regarder, mais dans les silences. Ce qu'on ne dit pas est souvent ce qui nous tue. Et tandis que l'horloge de la pièce voisine sonnait 4 heures, elle reprit son tricot. Un motif de marguerite inachevé sur les genoux. La vérité, elle le savait, commençait rarement là où les autres la cherchaient. L'heure du crime, estimée autour de 10h30 du matin, devint le point de départ d'un ballet de souvenirs incertains. Monsieur Bostock, qui passait chaque jour devant la maison des Alister pour nourrir les cygnes, affirma avoir vu Madame Alister seule dans sa véranda, lisant tranquillement. Mais Mrs. Vail, elle, était formelle. Un homme, grand, à la veste sombre, aurait pénétré dans le jardin par l'entrée latérale, celle qui longeait les ifs. Elle l'aurait aperçu brièvement entre 2 rideaux. Le problème n'était pas tant la contradiction des témoignages que leur tonalité. Chacun paraissait persuadé de ce qu'il avait vu, ou cru voir. Dans un village comme Saint-Aldelme, la mémoire était parfois influencée par les préjugés. Miss Marple, attentive aux incohérences, nota qu'aucun des 2 témoins n'avait entendu de voix, de bruit de pas, ni même de porte refermée. Elle se demanda alors si la vérité ne résidait pas dans l'absence, ce qu'on n'avait pas vu, justement, et que l'on avait comblé par déduction. Et comme elle l'avait souvent remarqué, les souvenirs s'ajustent parfois comme les pièces d'un vieux puzzle. À coups de coude, l'inspecteur Graves, désireux de ne rien laisser au hasard, demanda à perquisitionner le cabinet du docteur Whitcomb. Le médecin, bien qu'un peu raide, s'y prêta sans résistance apparente. Il ouvrit ses tiroirs, ses armoires, répondit avec précision à chaque question. Mais lorsqu'un tiroir du bas, solidement fermé à clé, fut forcé à la demande de l'inspecteur, le climat changea subtilement. À l'intérieur, un flacon étiqueté « acide prussique, usage strictement contrôlé ». Le même poison que celui retrouvé dans le verre de Julian Alister. Le docteur Whitcomb se justifia aussitôt. « Je suis habilité à conserver certains toxiques en quantité réglementée. Cela fait partie de mes prérogatives. » Graves hocha la tête. C'était vrai. Mais pourquoi ce flacon était-il dissimulé et non rangé dans l'armoire prévue à cet effet? Miss Marple, en apprenant l'affaire par Madame Bantry, ne s'en étonna guère. Elle se souvenait d'un vétérinaire du Kent qui gardait de la strychnine à portée de main, par commodité. Mais elle nota surtout que le docteur Whitcomb avait omis de déclarer la présence du flacon à la première demande de l'inspecteur. Ce qu'on cache n'est pas toujours un crime, mais c'est toujours une peur. C'est en rendant visite à Maître Barnes, sous prétexte d'un renseignement sur une donation paroissiale, que Miss Marple remarqua les cendres fraîches dans l'âtre. Le feu, récemment éteint, avait laissé des bords noirs, de papier non entièrement consumé. Tandis que l'avocat fouillait dans son classeur, elle fit glisser du bout de sa canne un fragment brûlé hors des braises. Plus tard, chez elle, une lecture attentive à la loupe fit apparaître 2 expressions distinctes, clause modifiée et signature contestée. Elle se souvint aussitôt des rumeurs concernant le testament. Un document ancien, remplacé par un plus récent, mais contesté, par qui? Et pourquoi brûler une lettre liée à un acte légal si tout était en règle? Le lendemain, elle retourna chez Maître Barnes sous un autre prétexte, une question de bail pour une cousine fictive. Mais cette fois, il avait fait vider l'âtre. Le feu, songea-t-elle, a cette propriété de rendre invisibles les vérités trop lourdes. Mais il reste toujours,
dans les cendres, une étincelle, pour qui sait regarder. Et elle savait. Elle savait aussi que ceux qui brûlent des lettres sont rarement innocents, ou tranquilles. Ce fut lors d'une réunion du comité paroissial que Miss Marple nota un détail troublant. Le docteur Whitcomb, évoquant la mort de Julian, parla de l'heure exacte du décès. Vers 10h35, selon la température du corps et l'état du verre. Mais cette précision étonna. L'autopsie n'avait pas encore été officiellement rendue, et l'enquête n'en était qu'à ses débuts. Plus étrange encore, il mentionna que le jeune homme avait probablement bu du thé. Or, rien n'indiquait cela publiquement. Seuls Graves, Whitcomb et une poignée de personnes connaissaient ce détail. Pourquoi ce besoin d'en dire trop? Était-ce une maladresse? Ou une manière de contrôler le récit, d'orienter subtilement les soupçons ailleurs? Miss Marple, qui avait vu bien des coupables trahir leurs troubles par excès de précision, nota le ton trop fluide, presque satisfait, du médecin, comme si l'affaire lui échappait moins qu'il ne le laissait paraître. Et dans le regard du docteur Whitcomb, elle crut percevoir ce qu'elle avait jadis vu chez une infirmière qui avait camouflé une erreur fatale. Une attention trop constante, un souci trop grand du détail, qu'on ne devrait pas posséder. Quelques jours plus tard, Miss Marple invita Maître Barnes à prendre le thé, une manière comme une autre de sonder les esprits sous le couvert de la porcelaine. La conversation glissa doucement vers les testaments, comme par accident. Elle évoqua un ancien cas de Windermere, où une clause oubliée avait tout changé. L'avocat haussa les épaules, d'abord confiant, puis plus nerveux. Mais ce fut lorsqu'elle mentionna, presque en passant, la broche en forme de marguerite que son attitude changea radicalement. Il sursauta légèrement, puis tenta de masquer son trouble en saisissant sa tasse. Or, seule la veuve avait parlé de cette broche, et ce détail n'était connu que de ceux ayant assisté à la cérémonie. Pourquoi alors cette réaction? Les objets ont une mémoire curieuse, dit Miss Marple en versant le thé. On les croit insignifiants, et puis ils reviennent, toujours au mauvais moment. Maître Barnes sourit, mais ce sourire avait quelque chose de crispé. Elle savait qu'il cachait plus qu'un simple malaise, et elle se demanda si l'avocat, dans son zèle à tout prévoir, n'avait pas laissé échapper une vérité qu'il croyait enterrée. À la fin de la semaine, Miss Marple avait devant elle une toile d'araignée d'indices, d'impressions et de silence. Le docteur Whitcomb cachait un flacon, connaissait trop de détails. Maître Barnes brûlait des lettres, s'agitait dès qu'on parlait de Marguerite. La veuve, quant à elle, semblait à la fois détachée et fatiguée, comme si elle portait un poids invisible. Chacun, à sa manière, mentait. Mais les mensonges n'avaient pas tous la même couleur. Miss Marple, assise près de la fenêtre, reprenait son tricot. Un motif simple, mais qu'elle devait souvent recommencer. Elle comparait cela à son enquête. Une maille fausse et tout déraille. Elle se souvenait d'une phrase de son père. Les gens mentent rarement pour cacher un crime, mais très souvent pour cacher une honte. Et c'était cela peut-être, la clé. Non pas qui avait tué, mais pourquoi chacun s'efforçait tant de cacher de si petites choses. Elle plia son ouvrage et murmura. Pour découvrir la vérité, il faut d'abord comprendre les mensonges qui n'ont rien à voir. Puis elle se leva. Il était temps de réunir quelques personnes pour le thé. Et quelques vérités enfin, pour les faire parler. Le soleil perçait à peine les rideaux de dentelle lorsque Miss Marple feuilleta l'album de photographies que Mrs. Bantry conservait dans son salon, toujours prête à alimenter la chronique locale. L'une d'elles, prise le matin même du drame, attira aussitôt son attention. Un cliché banal du jardin de la famille Alistair, avec Madame Alistair, droite et digne, debout près des rosiers. Mais un détail manquait. Sa fameuse broche en forme de marguerite, qu'elle portait chaque jour presque religieusement, n'était pas là. Ni sur le col de sa veste, ni ailleurs. Miss Marple fronça doucement les sourcils. Cette absence n'était pas anodine. Madame Alistair était de ces femmes qui s'accrochent aux petits objets comme à des talismans. La broche n'était pas un bijou de valeur, mais un souvenir, une habitude, un repère. Pourquoi l'aurait-elle retirée ce matin-là, alors que chaque jour, même pour arroser les géraniums, elle l'épinglait comme on endosse un rôle?
Miss Marple reposa la photo sans mot dire, mais dans son esprit, une pièce du puzzle venait de pivoter. Car parfois, ce qu'on ôte sans y penser révèle bien plus que ce qu'on choisit de montrer. Assise devant sa fenêtre, un thé léger entre les mains, Miss Marple entendit dans son souvenir un éclat de rire, bref, tendu, presque désaccordé. Ce rire, elle l'avait entendu la veille chez Madame Alistair, lorsque celle-ci, questionnée sur son emploi du temps, avait haussé les épaules en laissant échapper ce son curieusement déplacé. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle entendait un tel éclat. Elle se rappela soudain une affaire ancienne, survenue à Much Benham. Une veuve, accusée à tort d'avoir empoisonné son mari à l'arsenic, avait ri exactement ainsi lorsqu'on l'avait interrogée sur ses sentiments. Un rire de défense, pas de joie. Un rire venu du ventre pour contenir les larmes ou les humiliations. Ce souvenir s'imposa avec la clarté douloureuse de ces choses qu'on préférerait oublier qu'un poison. À Much Benham, la veuve avait été blanchie, trop tard. Miss Marple regarda son tricot, le fil se nouait, et elle comprit que le rire de Madame Alistair n'était ni ironique ni coupable. Il portait l'écho lointain d'une injustice déjà vécue. Et peut-être, cette fois encore, répétée. Ce fut au salon de thé de Mrs. Melbury, lors d'un goûter mondain organisé pour l'hôpital, que Miss Marple observa ce détail minuscule, mais capital. Le docteur Whitcomb, installé face à elle, accepta une tasse de Darjeeling que la maîtresse de maison lui tendait. Il refusa poliment les morceaux de sucre. « Toujours sans sucre, merci », dit-il d'un ton détendu. « Je n'en ai jamais pris. » Miss Marple sourit, hocha la tête, et sentit l'aiguille de son intuition se planter dans quelque chose d'important. Car dans sa déposition, le docteur avait affirmé que le verre trouvé près du corps contenait trop de sucre, manifestement, 3 morceaux au moins. Il l'avait dit comme un fait acquis, avec une désinvolture qui paraissait naturelle à l'époque. Mais voilà, comment aurait-il pu savoir qu'il y avait du sucre, et même une quantité précise, si lui-même n'en consommait jamais, et donc n'avait aucune habitude de dosage? Et surtout, le verre était brisé avant que quiconque ait pu y goûter. Une question naquit dans l'esprit de Miss Marple. Était-ce une observation de médecin ou une fuite de langue? Et si le sucre, si anodin, avait cristallisé une vérité qu'on voulait dissoudre? Miss Marple repassait en esprit les comportements récents des principaux protagonistes. Non pas leurs paroles, car les mots mentent facilement, mais leurs gestes. Maître Barnes, d'ordinaire si posé, avait eu les mains tremblantes lorsqu'il avait signé un document à la mairie, au point d'en tacher l'encre. Madame Alistair, si contenue dans sa douleur, évitait désormais systématiquement le regard de ceux qui l'interrogeaient, comme si elle cherchait à se retrancher dans un mutisme volontaire. Et puis, il y avait l'inspecteur Graves, toujours d'un calme militaire, mais dont le ton s'était fait étrangement mesuré, presque affecté, lorsqu'il évoquait la scène du crime. Trop contrôlé, trop prudent. Ces minuscules indices, Miss Marple les conservait comme des fleurs pressées entre les pages d'un vieux missel. Aucun ne prouvait quoi que ce soit, mais tous murmuraient une même chose. L'affaire n'était pas close. Elle se souvint de sa vieille gouvernante, Edith, qui disait toujours « Un enfant qui vous regarde dans les yeux en jurant, ment sans doute, mais un enfant qui regarde le sol, là c'est une vérité qui veut mourir. » Et dans cette affaire, il y avait beaucoup d'yeux fuyants. En ce jeudi matin, Miss Marple avait rejoint Mrs. Bantry pour l'aider un peu, selon la formule de convenance. En réalité, plier du linge ensemble offrait un excellent prétexte pour faire parler les esprits et ordonner ses pensées. En repliant une nappe, Miss Marple s'arrêta net. Un torchon, plié à l'envers, montrait ses coutures au lieu de ses broderies. « Voilà qui me rappelle le témoignage du docteur Whitcomb », dit-elle doucement. Mrs. Bantry haussa un sourcil. « Lequel ?» Il disait être passé chez Madame Alistair à 9h45 et avoir noté que les rideaux étaient tirés. Mais selon elle, elle ne les avait ouverts qu'après 10 heures. Un détail minuscule, certes, comme ce torchon, à l'envers. Mais un détail qui trahit une séquence fausse, et dans le fil des événements, un faux pli peut cacher un pan entier de vérité. Miss Marple tapota son tricot, pensive. Les gens oublient souvent l'ordre des choses, mais le cœur, lui, ne ment jamais vraiment.
Ce que nous croyons faire pour les autres, c'est souvent ce que nous redoutons pour nous-mêmes. Elle fixa la nappe immaculée et pensa que, parfois, le linge cache plus qu'il ne dévoile. Le feu crépitait doucement, et Miss Marple, assise dans son fauteuil favori, posa calmement son tricot sur ses genoux. Elle leva les yeux vers Mrs. Bantry, qui s'affairait avec une théière. « Seriez-vous assez aimable pour inviter tout ce petit monde à prendre le thé demain ?» demanda-t-elle avec douceur. Mrs. Bantry cligna des yeux. « Tout le monde ? Le docteur, l'avocat, et notre veuve, bien sûr. Il est temps que certaines vérités infusent comme il se doit. » Puis elle reprit son tricot. Une maille en droit, une maille en vert. Et dans son regard, brillait déjà la lumière du dénouement. Il y avait ce jour-là, dans le salon fleuri de Mrs. Bantry, une tension discrète mais bien présente, comme un parfum d'amarante qui s'attarde dans les rideaux sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Le service à thé en porcelaine bleue était disposé avec soin, les petits gâteaux à la gelée de groseille alignés comme des soldats, et Miss Marple, confortablement installée près de l'horloge à balancier, faisait mine de ne rien remarquer. Son tricot entre les mains, elle entama doucement une remarque sur la confiture qui fit sourire poliment certains et froncer les sourcils à d'autres. « Il faut toujours surveiller l'équilibre, vous savez, » dit-elle, les aiguilles cliquetant doucement. Un excès de sucre et tout devient trouble. Autour d'elle, le docteur Whitcomb, maître Barnes, madame Alistair, l'inspecteur Graves et le jeune Julian semblaient tendus comme des draps trop repassés. Tous attendaient que l'orage éclate. Mais Miss Marple ne faisait que poser les premiers jalons, avec cette lenteur calculée des jardiniers qui savent que la terre révèle ses secrets dans le silence. Et le silence, justement, allait bientôt parler. Miss Marple leva les yeux de son tricot, les paupières à peine plissées. Elle s'adressa d'abord à madame Alistair, dont la silhouette rigide contrastait avec le bruissement moelleux du canapé fleuri. « Vous souvenez-vous, chère madame, de ce que votre époux vous avait dit à propos des marguerites ?» demanda-t-elle doucement. La veuve, surprise, ouvrit la bouche sans répondre. Il avait plaisanté, n'est-ce pas, que si jamais il mourait avant vous, vous pourriez épingler une marguerite sur son cercueil et murmurer « Eh bien, voilà qui est fait. » Un frisson passa dans la pièce. Madame Alistair baissa les yeux, puis laissa échapper un petit rire, ce même éclat sec et nerveux qui avait tant troublé l'inspecteur. C'était idiot, mais oui, il avait dit cela. Miss Marple hocha la tête, presque affectueusement. Ce rire que vous avez eu le jour de l'interrogatoire n'était pas celui de la culpabilité. C'était celui d'un souvenir trop incongru pour la douleur du moment. L'effet fut immédiat. On sentit, comme dans une serre, l'air changer de densité. Mais Miss Marple n'avait pas terminé. Et ce qu'elle allait dire ensuite allait briser bien d'autres certitudes. La vérité, voyez-vous, est comme un tricot qu'on croit terminé. Il suffit d'un fil mal tiré pour que tout se défasse, déclara Miss Marple en réajustant ses lunettes. Elle énuméra calmement, presque comme si elle récitait une liste de courses. La broche de marguerite absente sur la photo du matin, alors qu'elle ne quittait jamais le revers du manteau de madame Alistair. Le verre trop sucré, selon le docteur, qui pourtant ne consommait jamais de sucre. L'horaire bancal du témoignage du médecin, affirmant avoir vu des rideaux déjà tirés à une heure où ils ne l'étaient pas encore. Puis elle se tourna vers maître Barnes. « Et vous, maître Barnes, vos mains tremblaient tant ce matin-là que vous n'avez pas pu signer sans tacher le papier. Il ne s'agit pas de l'émotion. Vous trembliez parce que vous aviez été surpris, et parce que vous saviez ce que le neveu avait découvert. » Un silence. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Le jeune Julian se redressa. Miss Marple posa son tricot sur ses genoux. Tout cela, voyez-vous, forme une tapisserie. Et quand les couleurs ne s'accordent pas, c'est qu'un fil a été changé. Et ce fil, elle le tenait. « Julian, » dit Miss Marple en se tournant vers le jeune homme. « C'est bien cela, n'est-ce pas? Vous avez découvert quelque chose d'étrange dans les papiers de votre oncle. » Le jeune homme acquiesça lentement. Une version antérieure du testament. Et la signature n'était pas exactement la même. Maître Barnes pâlit. Un silence tomba comme une couverture mouillée.
Dans le bruissement d'une tasse reposée trop vite sur sa soucoupe, on perçut le trouble. Miss Marple reprit, la voix douce. Le testament original léguait l'ensemble des biens à Madame Alistair. Mais le document final, transmis par Maître Barnes, prévoyait un partage avec une association caritative dont, curieusement, l'avocat était administrateur. Elle laissa passer un instant, comme si elle cherchait le bon moment pour tirer la dernière maille. Julian avait découvert cette substitution. Il est venu confronter Maître Barnes. Et ce fut là que tout s'ébranla. La logique, les alibis, les masques. Madame Bantry, muette depuis le début, eut un frisson. Miss Marple, elle, reprit son tricot. Quand un homme se trouve acculé entre la perte de sa réputation et un témoin gênant, il arrive qu'il préfère faire taire ce dernier. Et Julian, justement, avait été réduit au silence. Il y a des vérités, dit Miss Marple, qu'on tente de brûler, mais qui refusent de se consumer. Elle sortit de son petit sac à main un fragment de papier noirci, conservé dans une enveloppe. L'inspecteur Graves tendit la main, mais elle la retint un instant. Madame Bantry a eu l'amabilité de me laisser fouiller dans sa corbeille à cendres. Je m'y suis habitué depuis l'histoire du collier égaré lors du thé de Pentecôte. Elle sourit doucement, puis tendit le fragment. L'inspecteur lut à haute voix. « Ce sont les restes du testament original, dit Miss Marple. Maître Barnes a tenté de le brûler, croyant que les cendres suffiraient à effacer les preuves. Mais la cheminée, comme la vérité, conserve parfois ce que le feu ne détruit pas tout à fait. Maître Barnes semblait absent, comme vidé de toute réaction. Vous aviez besoin que le testament modifié soit le seul valable. Julian allait révéler la vérité. Il n'en a pas eu le temps. Le silence, cette fois, n'était plus coupable. Il était accablé. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge. Son regard passa de Miss Marple à Maître Barnes, puis à la lettre calcinée. Aucun mot ne fut prononcé pendant de longues secondes. Puis il se leva. « Maître Barnes, je vais devoir vous demander de me suivre. » L'avocat, blême, ne protesta pas. Il se leva lentement, s'ajusta les poignets avec cette dignité mécanique que l'on conserve dans les derniers instants d'orgueil. Miss Marple, elle, ne bougea pas. Son tricot avait retrouvé un rythme paisible. « C'est rarement le cri le plus fort qui cache le crime, » dit-elle d'une voix douce. Mais le silence le plus propre. Un murmure parcourut la pièce. Elle se tourna alors vers Madame Alistair, et dans un geste empreint de tendresse, sortit de sa poche un petit objet brillant, la broche de Marguerite. « Je crois que ceci vous revient. » La veuve la prit avec lenteur, comme si elle tenait une preuve d'innocence dans ses mains. Dehors, le vent s'était levé. Les roses ployaient doucement sous l'air humide, et l'horloge du salon égrenait les secondes. Mais à Sainte Mary Mead, l'ordre des choses venait d'être rétabli. Et la vérité, une fois de plus, avait fleuri dans le jardin du doute. Le lendemain de l'arrestation de Maître Barnes, un calme étrange enveloppa Saint Mary Mead, comme après un orage d'été. Le vent avait cessé, les feuilles restaient suspendues, et dans l'air flottait cette sensation d'irréalité qu'on ressent parfois à la fin d'un mauvais rêve. Madame Alistair, convoquée au presbytère, avait été officiellement disculpée. L'inspecteur Graves, dans un geste discret, lui avait serré la main avec une réserve respectueuse, comme pour compenser les soupçons autrefois formulés à mi-voix. Elle remercia d'un hochement de tête, mais aucun mot ne sortit de ses lèvres. Ses pas, en quittant le bureau du pasteur, résonnaient dans la ruelle étroite avec une légèreté feutrée, presque fragile. Miss Marple, qui passait justement avec son panier de tricot, s'arrêta et salua la veuve. Celle-ci lui adressa un regard reconnaissant, mais voilé, comme si quelque chose, au fond d'elle, ne s'était pas tout à fait réparé. Car être blanchie n'est pas la même chose qu'être comprise. Et dans la brume légère du matin, entre les murs tapissés de chèvrefeuilles, une femme libre avançait, certes, mais comme si la liberté avait un goût cendré, un goût que seules certaines douleurs savent laisser. Le changement, dans un village, ne crie jamais. Il se glisse lentement, par les silences prolongés, les regards évités, les salutations escamotées. Madame Alistair le ressentit dès le lendemain,
en descendant acheter son pain chez Monsieur Thorpe. Le boulanger, d'ordinaire bavard, ne fit aucun commentaire. Il tendit le sachet avec une précaution gênée, comme s'il redoutait que le simple contact puisse éveiller des fantômes de ragots passés. Madame Alister le remercia avec douceur, sans sourire, et repartit sans se retourner. Plus loin, devant l'église, 2 paroissiennes qui murmuraient se turent en la voyant approcher. Le révérend Halliwell, lui, détourna le regard et fit semblant d'admirer les pierres de la façade, ce qu'il n'avait pas fait depuis la restauration de 1928. Le poids du soupçon s'était déplacé. Ce n'était plus la veuve qu'on observait, mais ses juges. L'écho des rumeurs retombait sur ceux qui les avaient répandues. Miss Marple, dans sa petite maison au volet vert, observait tout cela en silence, une tasse de thé à la main. Elle savait, comme seules les vieilles dames savent, que les paroles les plus cruelles naissent souvent d'une peur que l'on refuse de nommer, et que le silence, parfois, pèse plus qu'un crime. Les jours reprirent leur rythme, comme une horloge remontée après s'être arrêtée. On entendait de nouveau les seaux d'eau clapoter contre les pierres, les sécateurs cliquer dans les haies et les pas feutrer sur le gravier des allées. Madame Alister, elle, ne changea presque rien à ses habitudes. Elle sortait toujours vers 6 heures du soir, juste avant la tombée du jour, le châle sur les épaules, les mains croisées sur un sac de cuir usé. Mais quelque chose avait changé, imperceptible à l'œil pressé, mais évident pour qui observait comme Miss Marple. On marche seul. Un jour, un chien aboya sur son passage, comme s'il ne la reconnaissait plus. Elle s'arrêta, le regarda, et lui parla doucement, comme on parle à une vieille douleur familière. Le chien s'apaisa aussitôt. Le village recommençait à battre, oui. Mais la veuve, elle, semblait marcher à côté du monde. Comme si, désormais, elle appartenait à une autre réalité. Une réalité que seuls ceux qui ont été injustement soupçonnés peuvent comprendre. Et cela, le village, lui, ne l'avait pas encore appris. Par un matin humide, alors que le soleil luttait derrière un voile de nuages, un petit garçon du quartier vint frapper timidement à la porte de Madame Alister. Dans sa main sale, il tenait une chose brillante. « Madame, j'ai trouvé ça dans l'herbe, là où il y a la haie. » C'était une broche, une marguerite en nacre, dont le fermoir était tordu. Madame Alister resta un instant figée. Puis elle prit doucement l'objet entre ses doigts, le regard vide, comme si elle retrouvait un souvenir enfoui dans la terre. « Merci, mon garçon. » Elle ferma la porte sans bruit. Dans le hall, elle resta immobile un moment, respirant le parfum fané de la lavande. Puis, sans un mot, elle épingla la broche à son col, à la place exacte où elle avait toujours été. Et cette fois, il n'y eut ni sourire, ni larmes. Juste une fleur de plus, dans un silence retrouvé. Le soir même, chez Madame Bantry, on reprenait le thé. Les murs exhalaient encore l'odeur de la fumée de bois et du gâteau au gingembre, et la pendule du salon battait paisiblement la mesure du quotidien retrouvé. Miss Marple, les doigts posés sur une tasse tiède, observait la flamme vacillante dans la cheminée. Elle ne disait rien depuis un long moment, comme si elle cherchait les mots justes dans le silence même. Puis elle murmura, presque pour elle-même. Dans ce village, on entend trop les paroles, et trop peu ce que les silences racontent. Madame Bantry acquiesça sans un mot. Le feu crépitait doucement. Les aiguilles de l'horloge frôlaient l'heure du thé tardif. Et dans cette pièce douillette, alors que les marguerites du vase fané perdaient leurs pétales un à un, la vérité, elle, restait posée là, discrète, mais entière, car tout avait été dit. Et pourtant, tout restait à méditer. Et ainsi, le voile est levé, non sans laisser quelques plis dans les cœurs. La vérité a éclaté, mais elle n'efface ni les soupirs murmurés derrière les haies, ni les regards évités sur le chemin du marché. Dans ce village, comme dans tant d'autres, ce ne sont pas toujours les coupables qui parlent le plus fort, mais les innocents que l'on n'a pas su écouter. Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite, sans connaître toute son histoire ?